Écoutez, je suis vraiment content de vous retrouver, content de reprendre ce rythme des webinaires. Bonjour à tous, bonjour Christophe, bonjour Jean. La deuxième chose que j'ai commise durant ces vacances, c'est un bouquin, c'est un recueil des chroniques que j'ai réalisé pour RCJ 94.8, la meilleure radio de la bande FM, cela va sans dire. Donc voilà, j'ai trouvé que ça pouvait avoir de l'intérêt de les réunir dans un livre, parce que même si certaines s'appuient sur de l'actualité, à chaque fois, j'ai cherché à la transcender pour en chercher des leçons, pour vous montrer comment je lisais, j'analysais les marchés financiers. Mais est-ce que l'inflation, c'est un titre que j'ai encore jamais vu, est-ce que l'inflation a tué la gestion passive? Alors, je ne sais pas, peut-être que vous vous demandez qu'est-ce que j'ai voulu dire par là. L'inflation a-t-elle tué la gestion passive? Alors, je suis considéré comme un spécialiste de la gestion passive. Finalement, est-ce qu'il est en train de dire que le contexte de marché actuel est en train de tuer son business? Pas du tout, je vous rassure. Et même au contraire. Je vais vous expliquer pourquoi. Alors, je voudrais faire un petit rappel d'abord, à mon sens, c'est une vision personnelle, qu'est-ce que la gestion passive? Il y a deux étages dans la gestion. Il y a les outils que vous utilisez, soit des fonds passifs, des fonds actifs. Je ne rentre même pas dans le sujet des ETF, hein. Je laisse ça général. Et surtout, et on oublie de le dire, ce que vous en faites. Parce que si vous faites une gestion active de produits passifs, vous ne faites pas de la gestion passive. Si vous faites de la gestion passive de produits actifs, vous ne faites pas non plus de la gestion passive. La gestion passive, selon moi, c'est uniquement lorsque vous faites une gestion passive de fonds passifs. Ici. Ici. Ceux qui en faisaient et ceux qui en font une gestion active, comme c'est souvent le cas, et ceux qui en font une gestion passive. Et j'ai souvent, je vois passer, vous le voyez sans doute également si c'est des sujets qui vous intéressent, sur Internet, des youtubeurs expliquer que finalement la gestion c'est extrêmement simple. Il suffit de mettre en place un investissement programmé sur un portefeuille figé qui fera mieux à coup sûr que la moyenne des professionnels. Je vous la fais courte, mais les discours c'est ça. Le discours c'est celui-là. Et ils ont raison. Ou du moins, ils ont eu raison dans le passé. Continueront-ils d'avoir raison dans l'avenir? C'est une autre histoire, et je voudrais vous dire pourquoi je doute fort que ça puisse fonctionner comme ça. D'abord, ces portefeuilles passifs ont beaucoup d'attrait pour eux. Et donc, le premier portefeuille qui paraît une évidence, c'est d'acheter un ETF, action, et de se laisser porter. Alors, comme on dit qu'on ne veut pas faire de choix, on va prendre l'ETF action le plus large possible. Et donc, les travaux que j'ai réalisés, alors je le précise, voilà, j'affiche le premier portefeuille, le portefeuille passif 100% action. Alors, il y a le fameux, ensuite, 60-40. On l'appelle 60-40 parce qu'il est composé à 60% d'actions et on vient l'exposer à 40% d'obligations. Donc, j'ai pris toujours le même ETF action et un ETF obligataire plutôt moyen long terme, 7-10 ans. C'est dit, on va faire un portefeuille un peu plus malin, parce que le 60-40, je ne vous ai pas dit, s'appelle le dumb portfolio, c'est-à-dire le portfolio idiot, le portefeuille débile. Là, dans ma bouche, au moment où je le dis, c'est un compliment, hein, parce que quand même réaliser de telles performances avec 2 lignes en portefeuille, ben, vive la bêtise. Pardon. Pourquoi ça marche bien? Il y a plusieurs raisons à ça. La première, c'est que structurellement,
c'est la palissade ce que je vais vous dire, mais c'est bien de le voir sur un graphique, le marché obligataire est moins volatile que le marché d'actions. Voilà, la clé de la réussite de ces portefeuilles, elle est que les deux actifs sont habituellement décorrélés. On peut le voir assez simplement, je ne sais pas si oui, ça doit être suffisamment lisible. On a ici des performances en zone euro, mais c'est similaire aux US parce que l'idée n'est pas de regarder les chiffres, mais de regarder comment ils varient. On voit qu'à chaque fois qu'il y a eu une performance négative sur les actions, donc en rouge, ici, 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 ici. Chaque année, on a eu une performance positive sur les obligations. Là, 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 tac, 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 là. Le problème, il est cette année. Et je vous ai masqué exprès 2022 sur ce graphique que je vais vous afficher tout de suite. Il est que les deux classes d'actifs ont réalisé des performances négatives, même très négatives, puisqu'on est grosso modo à moins 20 sur les deux classes d'actifs. Donc, décorrélation, buy. Alors, la question qu'il faut se poser à ce stade, est-ce que c'est un épiphénomène ou est-ce qu'on rentre dans autre chose, dans un nouveau cycle? Si c'est un épiphénomène, alors c'est merveilleux parce que le 60-40, je vous rappelle qu'il y a quand même 40% d'obligations, que les obligations, il vaut mieux les acheter quand les taux sont à 3% ou 4% que lorsqu'elles sont à 0 ou négatif. Donc, ceux qui pensent que le 60-40 doit fonctionner de nouveau disent la performance potentielle de ce portefeuille-là a augmenté. Ils ont raison, c'est logique. Mais est-ce que vraiment, est-ce qu'on est passé dans autre chose? Et on peut être tenté de le croire, parce que, je vais vous expliquer ce graphique-là. Vous avez ici, en ordonnée, la corrélation entre les actions et les obligations. Donc, nous, ce qu'on aime, ou ce que les adorateurs du 60-40 adorent, c'est quand la corrélation entre les deux est donc négative. Donc, on est sous cette ligne de 0. Et ce graphique-là, il nous montre que ça n'a pas été toujours le cas et qu'on est même tenté de croire, si on regarde les petits points, que la corrélation a été positive plus souvent qu'elle n'a été négative. Et en fait, c'est un travail qui a été réalisé par UBS Asset Management. On voit qu'il y a 3 périodes. Il y a une première période de 1960 à 65, ici les points jaunes où la corrélation est négative. De 98 à 2019 où la corrélation est globalement négative. Et puis entre les deux, entre 66 et 98 où la corrélation est positive. Et ce qui différencie ces 3 périodes, c'est l'inflation. Lorsque l'inflation est relativement faible, là, selon l'étude, inférieure à 2,5%, alors attention, hein, ne comparez pas ces 2,5 contre les 8 ou 9 qu'il y a actuellement aux États-Unis, on parle d'inflation à 3 ans. Donc quand on est inférieur à 2,5, on est dans un régime de corrélation négative, donc le 60-40 fonctionne merveilleusement bien. Mais si on est au-dessus de 5, alors on est dans un régime de corrélation positive et ça ne fonctionne plus ou pas aussi bien. Et évidemment, j'ai été regarder quelle était l'inflation à 3 ans. On va rajouter un S à an. Il est de 3,1. Donc, on est au niveau de la flèche bleue. Alors, dire que la corrélation n'est pas forcément stable. Hein, elle est positive, mais on voit que le nuage de points, ici, est quand même large. Du coup, ce qu'on s'est dit, c'est on veut bien être idiot, c'est-à-dire on veut bien faire du dumb portfolio, ça ne nous dérange pas, mais peut-être qu'il faut être idiot différemment, ou en tout cas simple différemment. Et plutôt que, puisque
les obligations n'apportent pas de diversification, alors on va essayer de chercher un signal qui va nous faire brancher ou débrancher le portefeuille. Voilà. Donc ça nécessite quelque part une gestion active, mais très simple, avec un signal très simple qui ne prête pas à confusion, qui ne demande pas de se poser 40 questions. Alors, on a plusieurs solutions, parce que c'est un sujet qu'on travaille depuis plusieurs années, mais une des solutions qui est ultra simple et qui fonctionne, je voulais vous la présenter. On a pris le VTI comme... on aurait pu prendre le S&P 500, franchement, ça n'aurait pas fait une grande différence. Et on a pris sa moyenne mobile de 100 jours. Et ce qu'on a fait comme exercice, on a dit, bah voilà, lorsque la moyenne mobile, les cours sont au-dessus de la moyenne mobile, par exemple ici, on est investi. Et lorsqu'on est sous la moyenne mobile, on est cash. Et en réalité, alors là, évidemment, comme le VTI est sous sa moyenne mobile, on est 100% cash, mais on affiche une performance annualisée de 6,36 et on affiche un max drawdown de 24%. Alors on voit bien sur le graphique les moments où on débranche et où on est cash, puisque la courbe est horizontale. Donc ça nous évite quand même la crise de 2008. En tout cas, on prend un petit peu la baisse au départ, tac, et puis après ça coupe, et puis ça coupe. La période en fait qui a été la plus douloureuse, c'est la période du Covid, parce que on a pris la baisse violemment, elle a été d'une extrême violence, on a débranché, et puis après il faut un petit temps pour rebrancher, parce que il faut que la moyenne mobile vienne attraper les cours, et que les cours rattrapent la moyenne mobile, et comme on est reparti en V, c'était le cas le pire pour ce genre de portefeuille. Bon, néanmoins, voilà, on fait une performance de 1,59, ce qui n'est quand même pas une performance négative pour 2020. Donc si on compare à tous les autres portefeuilles, finalement, on arrive à quelque chose de supérieur. Bon, c'est peut-être annualisé qu'il faut regarder, avec une volatilité qui reste raisonnable, un drawdown qui est moitié moindre que le 100% action, et qui est même moindre que le 60-40. Et ça, du coup, vous êtes tout à fait libre de vos perspectives d'inflation. On s'en moque, puisque c'est le marché qui vous guide dans votre acte de gestion. Alors, ça s'appelle plus tout à fait de la gestion passive, parce qu'il y a une action sur le portefeuille, mais c'est quand même pas compliqué, et on garde beaucoup d'avantages sur la simplicité de mise en œuvre. Sur le coût, c'est pas cher. Je ne sais pas si vous l'avez en tête, mais le coût des frais de gestion du VTI, c'est 0,05% par an. C'est vraiment rien du tout. En conclusion, si, en tant qu'investisseur, vous décidez d'avoir une gestion passive, c'est-à-dire une gestion passive de produits passifs, alors ça veut dire que quelque part, vous avez un avis sur l'inflation, implicitement. Parce que si l'inflation reste à de tels niveaux, alors le 60-40 est mort et enterré. Et je rajoute, vraiment, en préparant ce webinaire, je l'ai lu à la fin, donc je vous le mets comme ça, une étude d'une société qui s'appelle AQR qui dit en fait, c'est pas tant le niveau de l'inflation, c'est le niveau de l'incertitude dans la prévision de l'inflation. Donc là, quand même si on peut se dire que, on va en reparler sans doute à d'autres webinaires, que l'inflation a atteint son pic, son incertitude sur notre capacité à la prévoir est quand même sérieusement au ras des pâquerettes, conféré la publication d'il y a 48 ou 72 heures. Je ne résiste pas au plaisir de vous mettre le lien vers mon bouquin. Et j'espère voilà, avoir posé les bonnes questions pour essayer d'avoir proposé des réponses et vous avoir intéressé. Je vous souhaite un très bon week-end. À très bientôt. Bye.